est-ce que vous pensez que c'est possible de nourrir tout le monde en 2050 ? Alors écoutez, la réponse est très clairement oui, au risque de vous infliger un petit cours d'agronomie fondamentale ou d'agroécologie, ce qui aurait dû jamais cesser d'être l'agronomie. L'énergie qu'on dépense là ce soir en discutant entre nous et que tout le monde dépense en respirant, en allant travailler, etc. Vous savez que ça vient de l'énergie solaire. C'est-à-dire que c'est la plante qui est capable d'intercepter l'énergie solaire et de transformer cette énergie solaire en énergie alimentaire. Ça s'appelle l'hydrate de carbone, c'est le sucre, c'est l'amidon, c'est les vivres. Mais quand on parle d'énergie alimentaire, de calories alimentaires, ça nous vient du soleil. Et les rayons du soleil, je vais vous dire, c'est une ressource naturelle, renouvelable, absolument inépuisable. Donc ça, c'est déjà une des premières bonnes nouvelles. L'agriculture moderne qui va permettre de nourrir la population dans le monde, les 9 milliards, un peu plus, en 2050, c'est celle qui va valoriser au mieux tous les rayons du soleil, au mieux. Alors pour que la plante fasse ce travail, intercepter l'énergie solaire et fabriquer de l'énergie alimentaire, fabriquer des hydrates de carbone, du sucre, de l'amidon, il faut qu'elle trouve du carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone ? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors là, vous êtes au courant, il y en a trop. C'est un gaz à effet de serre. Donc plus vous aurez de plantes qui sera capable de prendre le carbone, du gaz carbonique de l'air, de fabriquer des hydrates de carbone, je veux dire, c'est pas en tout cas le gaz carbonique qui est la ressource rare et ferait qu'on serait incapable de produire des calories alimentaires pour nourrir le monde entier. Alors par contre, pour que la plante intercepte le gaz carbonique, fixe le carbone, le séquestre pour fabriquer des hydrates de carbone, et puis on verra plus tard, il peut fabriquer aussi des pailles, on verra aussi, peut permettre de fabriquer et de séquestrer du carbone dans l'humus des sols. Mais pour que la plante fasse ça très bien, le vrai problème, il faut qu'elle ait des échanges gazeux avec l'atmosphère, il faut qu'elle prenne le gaz carbonique, elle en prend le carbone, elle rejette l'oxygène. Pour ça, il faut que la plante transpire. Parce que c'est par les orifices par lesquels elle transpire, par lesquels l'eau se dégage, qu'elle a ces échanges gazeux. Et du coup, c'est la gestion de l'eau qui est la plus délicate, à savoir qu'il faut que la plante soit correctement alimentée en eau. Donc ça veut dire très clairement que l'eau, quand il pleut, je ne veux pas voir d'eau ruisseler directement au ruisseau, à la rivière, etc. Il faut que l'eau s'infiltre dans le sol. Et pour que l'eau s'infiltre dans le sol, il faut que le sol soit suffisamment poreux. Certains vont dire, du coup, on va labourer. D'autres vont dire, on va faire confiance aux vers de terre. Mais en tout cas, il y a des techniques agronomiques qui permettent de faire en sorte que l'eau, au lieu de ruisseler, d'ailleurs parfois en produisant de l'érosion sur les sols, qu'elle s'infiltre au maximum. Et si vous voulez que l'eau reste dans la couche arable à disposition des racines, il faut que cette couche arable soit riche en humus. Parce que c'est le complexe argilo-humique. Alors, on ne peut pas ensemencer un sol en argile. Donc, par contre, on peut l'enrichir en humus. Et donc, il y a des techniques qui permettent effectivement d'enrichir le sol en humus et qui font que l'eau qui s'est infiltrée dans le sol va rester dans la couche superficielle, en tout cas en quantité suffisamment abondante, pour que la plante ait accès à de l'eau pendant le plus longtemps possible au cours du cycle cultural et puisse donc transpirer le plus longtemps possible dans la journée, le plus grand nombre de jours pendant son cycle de culture et donc intercepter davantage d'énergie solaire et donc accroître ses rendements en calories alimentaires. Deuxième produit dont nous avons besoin pour l'alimentation, c'est les protéines. Ça, c'est un constituant essentiel de nos muscles, du sang, des os, etc. Et qu'est-ce qu'il y a dans les protéines ? C'est des hydrates de carbone sur lesquels on rajoute de l'azote. Où la plante, où peut-on trouver en tout cas de l'azote pour fabriquer des protéines ? Dans l'air. Vous avez quasiment 80% d'azote dans l'air, et je vais vous dire, c'est inépuisable. Autre bonne nouvelle, nous ne manquons pas d'azote pour fabriquer des protéines, pour nourrir l'humanité tout entière. Alors par contre, arriver à prendre l'azote de l'air et le mettre dans des aliments, c'est coûteux en énergie. Alors vous avez des plantes, ça s'appelle des plantes de l'ordre des légumineuses, ça peut être des trèfles, des sainfoins, des lotiers, des févroles, des pois fourragers, des lupins, des sojas, de l'arachide, des pois chiches, des lentilles, des haricots. En tout cas, on n'en manque pas, et chez nous et dans les pays du Sud, ces plantes, effectivement, utilisent une partie de l'énergie qu'elles ont captée du soleil pour, c'est des microbes d'ailleurs qui lui font ce travail, mais pour fabriquer les protéines. Et donc vous avez des plantes qui sont capables, effectivement, de produire des protéines via l'utilisation de microbes qui s'incrustent dans leurs racines pour fabriquer directement des protéines à partir de l'azote de l'air. Mais on ne manque pas d'azote dans l'air
pour le faire. Et évidemment, quand il n'y a plus d'azote, quand il n'y a plus, comme en France, je disais tout à l'heure, dans les régions de céréaliculture, puisqu'il n'y a plus d'élevage, on fait plus de fourrage, puisqu'on fait souvent que des céréales, la spécialisation céréalière, eh bien là, par contre, vous avez des gens, effectivement, qui veulent mettre des engrais azotés de synthèse. Sachez que l'azote de ces engrais azotés de synthèse vient bien de l'air aussi. Mais alors ça, par contre, qu'est-ce que c'est coûteux en énergie fossile, puisque c'est fabriqué en France à partir de gaz naturel importé. Alors là, nous avons tout faux. Si on commence à fertiliser nos céréales en azote à travers des engrais azotés de synthèse, dont la fabrication est coûteuse en gaz naturel russe, norvégien, importé, dont on sait que les coûts vont s'accroître dans l'avenir, très clairement, c'est pas par cette voie-là que nous permettrons de fabriquer des protéines. Et puis on a besoin évidemment de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et autres. Les minéraux, on pense au calcium, on pense à la potasse, on pense au phosphore. La plante les trouve dans le sol. Mais ça, c'est en général dans la couche arable. Et puis plus on en prend dans nos rendements, plus il faudra en remettre dans nos sols. Et là, il faut le trouver. Alors s'il n'y a pas trop de péril pour ce qui est, il n'y a pas trop de crainte à avoir du côté du calcium, des falaises calcaires, il y en a pas en pagaille un peu partout, pour la potasse pas trop, c'est pour le phosphore, on peut avoir des craintes. Certains disent qu'il va nous arriver avec les mines de phosphate ce qui nous arrive pour le pétrole, c'est-à-dire que dans 5 décennies, ce ne sera pas qu'il n'y aura plus de mines de phosphate, mais le coût d'exploitation et d'exploration des mines de phosphate pour fabriquer des engrais phosphatés, pas seulement d'ailleurs pour faire des lessives aussi, si on continue à mettre des phosphates dans nos lessives, mais les mines de phosphate risquent donc de progressivement de s'épuiser et en tout cas le coût risque de s'accroître. Mais en tout cas il faut savoir qu'il y a en sous-sol, en profondeur, quand une roche s'altère, il y a libération d'éléments minéraux, seulement c'est en sous-sol, c'est souvent inaccessible aux plantes, aux céréales, aux légumineuses, aux tubercules, aux pommes de terre et autres. Mais par contre si dans vos champs vous avez des arbres en enracinement profond, ça peut être les haies, ça peut être le pommier dans la prairie, dans les pays du Sahel, ça peut être des acacias et autres. Si avec leurs racines profondes sont capables d'intercepter, quand la roche s'altère, les éléments minéraux, ils le fixent dans leurs feuilles. Quand la feuille morte tombe à terre, elle fertilise la couche arable dans des éléments minéraux qui ont été cherchés en profondeur. Et là, il y a quand même des possibilités qui sont très largement sous-exploitées aujourd'hui pour trouver les éléments minéraux dont nous avons besoin. Et puis on est en train de découvrir, avec l'agronomie moderne, que y compris, par exemple, pour le phosphore, les phosphates, qu'il y a dans la couche arable, vous savez, quand un agriculteur fait faire une analyse de sol, il fait son analyse en phosphore, et souvent on lui donne 2 chiffres, on lui donne le phosphore total et le phosphore assimilable. Et il y a une grande différence entre les deux. Et bien figurez-vous qu'il y a des techniques biologiques, ça passe à travers des champignons, qu'on appelle les champignons mycorhiziens, donc des filaments, des mycéliums, des champignons qui se font un peu l'intermédiaire entre la racine et ces phosphates qui étaient considérés jusqu'à présent comme inassimilables parce que coincés entre les feuillets d'argile, en tout cas pour ce qui est de chez nous. Eh bien, figurez-vous que toute une gamme de ces phosphores considérés jusqu'à présent comme inassimilables peuvent le devenir par des voies strictement biologiques et autres. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, que si on regarde à l'échelle planétaire, d'abord, on n'oubliera quand même pas que s'il y a des gens qui ont faim, c'est pas parce qu'il y a manque de nourriture, mais c'est parce qu'elle est détournée pour l'alimentation animale et par les agrocarburants, et que des potentiels pour produire davantage dans les pays du Sud, y compris par des voies biologiques, les possibilités sont, mais alors, insoupçonnées. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont cette vision que l'agriculture bio chez nous, elle se traduit par un moindre rendement. Sachez que dans des pays où on est à 1 tonne, j'entendais tout à l'heure, à l'hectare, 10 quintaux, à l'hectare, sachez que par des voies biologiques, passer à 20, 30 quintaux, peut-être même 35, d'ici 2050, c'est-à-dire de multiplier par 2,5, attendez, la population ne va pas s'accroître en 2,5, elle va passer de 7 milliards à un peu plus de 9 milliards en 2050, c'est-à-dire que oui, par des voies biologiques, dans un certain nombre de pays du Sud, et notamment les pays les plus déficitaires, il est possible d'accroître les rendements à l'hectare, il ne s'agit pas de remplacer la main-d'œuvre par des machines, il s'agit d'accroître les rendements, et pas nécessairement donc avec un usage intensif en énergie fossile et en produits agrochimiques. Mais en faisant un usage intensif, oui, mais des ressources naturelles renouvelables, l'énergie solaire, le carbone pléthorique du gaz carbonique de l'atmosphère, l'azote de l'atmosphère, c'est pour les éléments minéraux, il faut être plus délicat, il faut aller les chercher peut-être en profondeur et trouver des voies biologiques, et une gestion la plus parcimonieuse possible des eaux
c'est la gestion de l'eau, c'est sur la gestion de l'eau qu'il nous faut surtout aujourd'hui travailler, faire en sorte que l'eau s'infiltre, pas tant d'ailleurs faire des réservoirs dans les zones semi-arides, faire des bassins de rétention, mettre l'eau au soleil pour qu'elle s'évapore et que le taux de sel dans l'eau qui reste va doubler et ensuite irriguer avec de l'eau salée, c'est pas des voies comme ça. La meilleure réserve en eau qu'on puisse avoir, c'est quand même la nappe phréatique qui est en profondeur. Et la meilleure façon d'aller le chercher, cette eau, c'est quand même de fabriquer des feuilles mortes, de fabriquer de l'humus dans des sols et pas forcément de faire des bassines dans le sud-ouest, d'exposer l'eau au soleil et de puiser la nappe phréatique avec des pompes qui vont être coûteuses en énergie fossile. Donc oui, par des voies biologiques, je peux vous assurer, il est possible d'accroître les rendements dans les pays du Sud. Et le fait que chez nous, l'agriculture bio, par exemple, se traduise par de moindres rendements, mais est-on-nous vraiment... Est-il nécessaire de surproduire des produits tout venant pour les exporter vers les pays du Sud? Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser la chance aux pays du Sud qui, par l'utilisation intensive des ressources naturelles renouvelables, j'insiste, que par eux-mêmes, ils puissent effectivement manger sans avoir à dépendre de nos surproduits? Et bien techniquement, écoutez, je suis techniquement optimiste.